Estelle, on n'avait pas une photo à prendre également? La photo des intervenants, Oui. j'espérais la prendre pendant le truc, mais je Ah, sais ok, c'est peut-être pendant mieux. le... Mais après, moi, le problème. Ah oui, là, oui, c'est que là, il y a un partage d'écran. En fait, j'aurais voulu la prendre quand on n'était pas en partage d'écran pour que je me disais qu'on apparaîtrait tous sur la galerie, quoi. Ah bah oui, mais là, je l'ai, c'est bon. Ah bah oui, je peux la prendre maintenant. Il manque juste C'est parce que Étienne. j'avais déjà fait la mise en évidence de l'écran principal, parce qu'on va bientôt passer sur le stream. Ouais, ouais, pas de souci. Non, mais là, dès que Stéphane Le Pochard revient, je prends la Comment? photo. Ouais. Je suis Merci, là. Ouais. Jean. Donc, pour Voilà, information, le streaming démarre tout seul à 30, donc si on voit qu'on est trop court, je devrais de toute façon remettre la mise en évidence d'accord. sur le Moi, de slide. toute façon, ma photo est prise. Hein. Faites-moi un sourire. Voilà. Comme ça c'est bon. Merci, Jean. J'allais oublier. Ça stream partout, c'est déjà beau. Monsieur Douguet, j'avais une note de la traduction qui me demandait si vous saviez un peu écarter peut-être votre micro de votre bouche. Parce que ça, apparemment, c'était un peu agressif. Mieux comme ça? Ça a l'air un peu mieux. Merci beaucoup. Je recoupe mon micro. Ça va. Je vais couper à tous vos micros, comme ça, on est clean sur le stream. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présent à cette table ronde sur la fin de vie des matériaux biosourcés. Je suis Estelle Delangle. Je travaille pour le collectif Construction Chanvre Grand Est, qui est l'association qui assure la promotion de l'utilisation du chanvre dans le bâtiment dans la région Grand Est, une émanation de Construire en Chanvre qui est une association nationale. Et je suis la chef de projet sur le pôle européen du chanvre qui vise à rassembler l'ensemble des acteurs autour d'un écosystème chanvre en Grand Est, en France et en Europe. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, vous et puis nos intervenants, pour parler donc de cette question de la fin de vie des matériaux biosourcés.
Et je vais vous présenter très brièvement le programme avant de donner la parole à Jean Bosset du Poly-AR qui va co-animer cette session avec moi. Aujourd'hui, on a cinq intervenants qui vont, dans un premier temps, en ce qui concerne Monsieur Étienne Douguet du CSTC en Belgique, qui va nous faire une introduction sur l'impact environnemental des matériaux biosourcés et les points d'attention à avoir en la matière. Ensuite, nous écouterons Guillaume Delannoy du CODEM, qui va nous parler plus spécifiquement, donc qui va introduire le sujet sur la fin de vie des matériaux biosourcés. Puis nous entendrons Stéphane Le Pochat d'EVA, du groupe EVA, qui va plus spécifiquement nous parler des ACV et des ICV. Puis Frédéric Bécard de l'IMT Nord Europe, qui abordera la question plutôt sous l'angle R&D et notamment les questions qu'il faut traiter du coup dans l'amont R&D en matière de fin de vie des matériaux. Et nous terminerons avec Pierre Delot du CF2B qui conclura plus sur les questions de réemploi et qui nous parlera des expériences qu'ils ont déjà en la matière. Je te passe la parole, Jean, pour introduire le sujet et pour introduire ensuite notre première intervenant. Ouais, merci Estelle. Donc effectivement, pour me présenter rapidement, je suis responsable innovation matériaux biosourcés pour le Poly-AR, qui est un pôle dédié à la bioéconomie. On accompagne plus de 450 adhérents en France et à l'international sur des projets d'innovation, notamment pour la valorisation de la biomasse, qu'elle soit agricole, sylvicole ou marine, dans différents domaines, que ce soit l'alimentaire, la chimie, les matériaux et l'énergie. Et donc, parmi tous ces sujets, alors la fin de vie, même si ce n'est pas un mot qui fait rêver comme ça, eh ben, c'est un sujet important. C'est un sujet qui va d'ailleurs au-delà du biosourcé, qui concerne tous les secteurs applicatifs et tous les matériaux, qu'ils soient d'origine fossile, minérale ou d'origine biomasse. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui est favorable à l'utilisation des matériaux biosourcés dans le bâtiment, avec la mise en place de la RE 2020. Et donc, ça entraîne aujourd'hui une consommation qui est croissante et rapide de ces produits par les professionnels du secteur. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut anticiper ce sujet pour traiter les gisements de matière qui vont arriver dans 10 à 30 ans de façon conséquente. Et donc, cette table ronde, avec les 5 intervenants qui vont suivre, vont nous apporter des éléments de compréhension et de réflexion sur le sujet. On sait qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont à prendre en compte et qui sont du coup étroitement liés. Ils sont de l'ordre économique et technique, ils sont d'ordre environnemental et puis également sociétal. Donc ça, on va pouvoir effectivement, durant cette heure et demie, échanger sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Les intervenants y répondront avec plaisir. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole au premier intervenant, donc à Monsieur Douguet du CSTC, qui va nous parler de l'impact environnemental des matériaux biosourcés dans le bâtiment. La parole est à vous. Et l'écran également. Votre micro est coupé, ouais. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est parfait. Oui, donc bonjour à tous. Donc je me présente, Étienne Douguet. Donc je travaille pour le CSTC, donc en Belgique, le Centre scientifique et technique de la construction, et plus particulièrement sur les questions d'impact environnemental. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de l'impact environnemental des matériaux biosourcés dans les grandes lignes, pour un peu voir les points clés à tenir en compte quand on veut choisir, par exemple, un matériau biosourcé dans un chantier, dans un projet. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Donc ça, c'est une définition classique. Donc c'est un matériau qui est entièrement ou partiellement composé de substances végétales ou animales, avec un cycle de régénération relativement court. Quand on parle de cycle de régénération relativement court, l'idée c'est que la durée de vie du produit biosourcé soit plus importante que le temps de régénération du produit,
pour qu'il y ait un temps, pour qu'on ait un cycle de régénération qui soit intéressant. Il y a diverses applications dans la construction, donc ça peut aller de l'isolation, on peut aller sur des enduits, on peut l'utiliser dans des éléments de structure avec le bois par exemple. Donc il y a vraiment une large diversité de matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction et qui sont à base de matières biosourcées. Étienne, je vous coupe juste. Est-ce que c'est normal que votre présentation ne soit pas partagée? Ah si. Non, c'est pas normal. On ne voit pas votre présentation. C'est bon maintenant? C'est parfait, merci. Désolé. Donc là, en fait, vous n'avez rien raté. Hein. Vous avez juste la définition qui est indiquée sur le slide, donc on peut continuer. En ce qui concerne la politique actuellement, donc l'Union européenne met un énorme accent sur la politique et essaye au maximum de favoriser l'utilisation de matières biosourcées. Alors, de par ses qualités au niveau de rendre l'économie plus durable, mais aussi de limiter au maximum la dépendance aux énergies fossiles. Et donc, ces éléments font qu'on va favoriser l'utilisation de matières biosourcées. Et par exemple, en Wallonie, il y a des initiatives qui sont prises pour essayer de favoriser l'utilisation de ces matières à base de matières biosourcées, avec un bonus au niveau de l'isolation. Si en cas d'utilisation d'une isolation biosourcée, il va y avoir une majoration de la prime de l'ordre de 25% qui peut être attribuée en fonction du chantier. Alors, maintenant, si on se pose un peu les questions des avantages des matières premières biosourcées. Alors, la première, on l'a déjà évoqué, c'est qu'elle est renouvelable, donc il y a un cycle de régénération qui est court. La deuxième, c'est que c'est un matériau qui peut être produit localement. Donc là, il faut faire attention, local avec un point d'interrogation parce qu'il est possible aussi de produire de la matière biosourcée, mais qui peut venir de très loin. Donc là, il faut faire attention. Ensuite, c'est une matière la matière première qui est biodégradable, mais là, de nouveau, on parle de matière première et pas du produit. Un produit biosourcé n'est pas forcément biodégradable. Et ensuite, un autre élément important, c'est qu'il a la capacité de stocker le carbone via le processus de photosynthèse sous forme de ce qu'on appelle le carbone biogénique. Donc, le carbone biogénique, c'est la capacité de la plante à transformer le CO2 en O2 et de le stocker dans la matière. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu un peu les avantages de la matière première, on peut se poser la question, est-ce que des matériaux biosourcés sont toujours verts? Donc, c'est un peu une question comme ça. Donc, la réponse est non. Il y a quelques points d'attention à prendre en compte, c'est oui et non. Tout d'abord, on va s'intéresser un peu au cycle de vie de la matière biosourcée. Donc là, si on s'intéresse par exemple à une forêt, au bois, la capacité d'une forêt va être capable d'absorber du CO2 donc, durant la croissance du bois. Cette absorption de CO2 donc, va sous forme de carbone biogénique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres phases. Donc, une fois que la forêt sera grande, on va couper le bois et ce bois va être transporté, ce qui va provoquer un impact. Une fois ce bois transporté, il va être transformé pour produire le produit qui nous intéresse. Donc, de nouveau, il y aura un impact par séchage ou par, je ne sais pas, sillage, donc tous les impacts qui peuvent nécessiter la production du produit. Une fois ce produit réalisé, on va l'emmener sur site pour de nouveau le mettre en œuvre. Et là, à nouveau, il y aura un transport, donc un impact environnemental. Et à la fin de vie, une fois que le matériau a été utilisé, qu'il a atteint sa fin de vie,
il va de nouveau être transporté en centre de tri, ce qui va faire qu'il va y avoir de nouveau un impact environnemental. Et au niveau du carbone biogénique, il va y avoir le relargage de tout le CO2 qui a été emmagasiné par l'arbre lors de sa croissance. Et donc, en fait, on considère que, en termes de carbone biogénique, la somme de ce qui a été emmagasiné par l'arbre lors de sa croissance va être rejeté à la fin de sa vie. Donc, c'est en fait juste un stockage temporaire du CO2 qui est permis par l'utilisation de matières biosourcées. Un autre point important, c'est que le sol est aussi capable, sous forme de matière organique, de stocker le carbone. Mais si la forêt, par exemple, n'est pas cultivée de façon durable, il y a un risque que le rejet de CO2 soit plus important que l'accumulation de CO2 dans la terre, ce qui peut, in fine, provoquer un impact positif plutôt que nul. Alors, si on remet ça un petit peu juste pour un cas simple, donc là, on va parler d'un bardage en bois, tout simple. Et là, c'est juste pour mettre un peu en perspective ce que je viens de dire. On peut se rendre compte que lors de la phase de production, le carbone biogénique est important, avec un impact de production ici en orange qui est plus faible que l'impact du carbone biogénique, ce qui fait qu'on aura un impact négatif à la production, mais il y aura tout de même un impact de transport à prendre en compte et un impact de fin de vie auquel il faudra rajouter l'impact lié au rejet du carbone biogénique dans l'atmosphère. Et donc, in fine, on peut se rendre compte que l'impact total du produit sera positif et non négatif. Si vous avez un impact négatif dans un produit, c'est que seule la phase de production est prise en compte. Donc, c'est un point en tout cas à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la question du transport. Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, là, dans le cas présent, il s'agit d'un exemple pour l'import de sphène qui est utilisé pour des façades vertes. Et là, on se rend compte, en fait, l'impact de production représente que 7% de l'impact total du produit et que 93% de l'impact est lié au transport. Donc, en fait, d'où l'importance de, quand on parle de local, de toujours garder à l'esprit que le produit doit venir d'un environnement proche. Autre point d'attention, au niveau des problématiques environnementales. On parle souvent de CO2, mais le CO2 il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres indicateurs environnementaux à prendre en compte pour avoir la vision la plus juste des impacts sur l'environnement. Et donc, un petit exemple, de nouveau, c'est l'exemple du bois. Si on considère par exemple le séchage du bois qui va avoir un certain impact et que le séchage du bois est réalisé en brûlant des copeaux de bois, en fait, il va y avoir un rejet. Au niveau du CO2, ça va être intéressant parce que ça sera que le rejet du carbone biogénique. Donc, le bilan sera intéressant. Par contre, il y aura un rejet de particules fines qui, elles aussi, ont un impact non négligeable et à prendre en compte. Autre point, si on s'intéresse aux performances techniques d'un produit, pour deux bois différents étant mis en place dans le même cadre, il est possible qu'un bois doive subir un traitement pour résister aux insectes, alors que l'autre, un bois naturel avec une classe de durabilité plus importante, par exemple, ne devra pas subir de traitement, ce qui fait qu'à performance égale, l'impact environnemental de deux bois peut être très différent. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Alors maintenant, avec tous ces éléments, toutes ces problématiques et ces points d'attention, on peut se demander comment choisir des matériaux durables. Donc, on peut utiliser pour ça les labels, mais là, de nouveau, il faut faire très attention quand on utilise les labels parce que ce n'est pas parce qu'on a un logo sur un produit qu'il est forcément écologique. Alors, il y a une multitude de labels qui existent. L'avantage du label, c'est que c'est une méthode simple de reconnaissance. Il permet aussi de garantir certains critères qui peuvent varier en fonction du label. Donc, chaque label aura ses critères d'attribution. Il s'est géré par un organisme privé ou public
et ils peuvent prendre en compte différents paramètres. Donc, ça peut être l'analyse de l'impact environnemental du produit, mais ça peut être aussi les performances techniques du produit ou alors l'impact sur la santé du produit. Et donc, de par les différences, on ne peut pas comparer deux labels et la signification d'un label n'est pas la même que celle d'un autre. Et autre point important, c'est que c'est une démarche volontaire et en général payante, ce qui fait que tous les produits n'auront pas tous les labels. Alors, un des labels au niveau du biosourcé, c'est le label biosourcé, qui est aussi utilisé en France et en Wallonie. Donc, la particularité de ce label, c'est qu'il prend en compte en fait le pourcentage massique de matière. Donc, en fait, pour avoir ce label, il faut que le produit intègre un pourcentage massique minimum de matière première issue de la biomasse. Et ce pourcentage massique dépend du produit dans lequel il est utilisé. Donc, ça dépendra si c'est un isolant, une peinture ou un enduit. Et en plus de ce critère-là, il doit être muni d'un EPD. Un EPD, c'est une déclaration. Monsieur Douguet a l'air d'avoir des petits problèmes de connexion. Ah, non, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, oui, en Wallonie, il y a une... Je vais vous demander de conclure, Étienne. Oui, pas de souci. Merci. Donc, en Wallonie, il y a différents critères qui sont au niveau de la distance de transport. Et alors, pour terminer, je vais juste rapidement parler circularité. Il faut essayer d'avoir des sous-produits, d'utiliser des sous-produits, donc avec de la paille, par exemple, pour éviter les conflits entre les différentes types entre les cultures. Utiliser aussi des matériaux biosourcés recyclés pour limiter l'impact de production. Utiliser aussi des produits réutilisables à longue durée de vie, donc ce qui permet de limiter, de maximiser au maximum l'accumulation de carbone biogénique. Et enfin, d'avoir des matériaux recyclables ou biodégradables pour qu'en fin de vie, le produit ne soit pas incinéré et limite au maximum les impacts environnementaux. Donc, la poursuite du développement des matériaux biosourcés est essentielle au niveau social et environnemental. Mais comme évoqué précédemment, tous les matériaux biosourcés ne sont pas toujours plus respectueux de l'environnement. Il y a des points d'attention à prendre en compte. Toujours se poser la question du cycle de vie complet du produit, pas seulement la production, pas seulement la fin de vie, pas seulement le transport, c'est un ensemble. Donc l'impact environnemental doit considérer l'ensemble du cycle de vie. Il n'y a pas seulement le CO2 à prendre en compte, mais une multitude d'indicateurs. Il faut aussi prendre en compte dans quel cadre le produit a été mis en œuvre. Deux matériaux avec des performances techniques identiques peuvent avoir des impacts très différents en fonction de leur application. Et donc, il faut choisir le produit qui correspond le mieux. Et surtout, limiter au maximum l'utilisation des matériaux, parce que tout matériau qui n'est pas mis en œuvre n'a pas d'impact. Donc, voilà, c'est économisant. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Douguet, en tout cas pour votre intervention. On a pu voir effectivement l'importance de pouvoir prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. Ça fera lien avec une prochaine présentation lors de cette table ronde, mais on peut voir qu'on manque encore de visibilité sur l'impact réel de la fin de vie des différents matériaux parmi tout ce que vous avez pu nous présenter. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'aurais une première question à vous formuler et qui sera un petit peu le fil rouge pour l'ensemble des intervenants par rapport à votre expérience et ce que vous pouvez voir sur le terrain. Quelles sont pour vous les solutions en fin de vie qui présentent le plus de potentiel? De façon générale, tout type de matériaux,
Et plus spécifiquement pour les matériaux biosourcés, quelles sont voilà, les voies les plus prometteuses sur lesquelles on peut avoir des perspectives en termes de filière de valorisation? Si on parle en termes d'impact environnemental, la solution qui sera la plus intéressante, ça va être le réemploi. Pourquoi? Parce qu'on va limiter déjà à la fin de la vie du produit, on va l'envoyer en centre de tri et uniquement peut-être le remettre en état, le nettoyer. Donc normalement, la transformation qui va être nécessaire pour réutiliser le produit sera limitée au maximum. Et ensuite, lors du cycle de vie suivant, toute la phase d'extraction, de production du produit sera aussi limitée, donc plus proche de zéro au maximum. Ce qu'on n'aura pas, par exemple, pour un processus de recyclage où il y a tout un impact de fin de vie qui va être nécessaire, mais aussi un impact de production. Parce qu'en fait, on évite juste l'extraction de matières premières, mais il y a toujours un process de production qui sera nécessaire. Après, dire que c'est forcément le réemploi qui est la meilleure solution, ça ne sera pas tout le temps le cas, ce ne sera pas tout le temps possible. Pour des enduits, par exemple, réemployer des enduits, ce n'est pas possible. Mais pour d'autres, par exemple des éléments en bois structurels, sous réserve que les caractéristiques, les performances techniques peuvent être garanties, là, ça présente un réel intérêt. Donc, en fait, c'est pas, pour certains produits, le réemploi, vraiment, ça peut être une solution, c'est même une solution. Mais pour d'autres produits, il n'y aura pas forcément de réemploi possible. Et donc, après, c'est trouver la filière de fin de vie qui est la plus optimum possible et qui, par exemple, ne va pas dégrader l'impact de fin de vie d'un autre produit, comme, par exemple, on pourrait voir avec le plâtre et le fait que quand on le recycle, eh ben, si on le recycle avec du béton, il y a un risque de contamination. Enfin, en fonction de la teneur en plâtre, il y a un risque de contamination du produit et donc le produit de recyclé soit de moins bonne qualité. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça répond parfaitement. Effectivement, on peut voir qu'il n'y a pas une solution miracle, mais il y a effectivement des solutions à chaque type de situation. Je ne sais pas si, Estelle, il y a des questions qui sont tombées du coup de la part des participants. Non, on n'a pas de questions dans le drive, donc je propose effectivement qu'on passe à l'intervenant suivant. En tout cas, merci Monsieur Douguet pour cette première intervention. Et puis du coup, je vous propose de passer la parole à Guillaume Delannoy, donc, qui va intervenir pour le CODEM et qui va nous parler du coup de la fin de vie pour les matériaux biosourcés et les travaux sur lesquels vous êtes actuellement actif. La parole est à toi, Guillaume. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça devrait. Ça marche, parfait. Donc, Guillaume Delannoy, je suis adjoint responsable développement industriel et études au CODEM, que je vais présenter rapidement. Donc, le CODEM, on est un centre technique dédié au développement et à l'évaluation de techniques environnementales et sanitaires des écomatériaux pour le bâtiment. Donc, écomatériaux, c'est issu de biomasse, mais aussi de matières recyclées ou de matières bas carbone d'un point de vue général. On existe depuis 2007 et depuis 2018, on est sous le format d'une SAS avec pas mal d'actionnaires qui sont issus du monde agricole. On est 6 collaborateurs et puis divisés en plusieurs équipes. La première est l'équipe études et conseils que je co-dirige. Donc, on fait tout ce qui est études stratégiques, études de marché, études de disponibilité de leurs ressources, notamment végétales, en lien avec FRD, qui est notre partenaire actionnaire majoritaire. On est aussi sur les questions d'accompagnement en démarche d'éco-conception, donc dans le cas d'analyse de cycle de vie produit en phase de R&D, d'établissement d'FDES ou d'ACV à l'échelle du bâtiment. On accompagne aussi à l'obtention d'évaluations techniques en étant membre du réseau national d'accompagnement du CSTB pour tout ce qui est ATEC, ATEX. Et puis, on fait tout type d'études spécifiques relatives aux écomatériaux. Donc, on peut accompagner l'ADEME ou la Ville de Paris, par exemple, sur ces questions, ou d'éditer des guides sur la rénovation en matériaux biosourcés.
On a aussi toute une phase de R&D avec une grosse expertise sur tout ce qui est béton ou matrice minérale, donc béton biosourcé notamment, avec par exemple ici une rénovation de maison à base de béton de colza qui a été développé au CODEM. Et puis, on a notamment la spécificité d'avoir un labo R&D, mais aussi une halle technique qui permet de faire du changement d'échelle. On a notamment une presse pour faire des blocs, presse industrielle, pour faire du prototype et de la pré-série. On a aussi toute une expertise sur la partie plutôt panneaux. Donc, on a une ligne de contre-collage pour faire des panneaux sandwich, mobilisant des matières recyclées, biosourcées, par exemple. Et puis aussi, par exemple, des panneaux de particules, ici à base de cèpes de vigne. FRD donc, a aussi une expertise sur la valorisation de fibres végétales ou de matières végétales dans le côté plasturgie. Donc, par exemple, la valorisation de fibres de chanvre pour faire des caisses automobiles, ou là aussi encore du cèpe de vigne pour faire des caisses de vendange, par exemple. Notre laboratoire d'essai permet donc de caractériser les actions de R&D, mais aussi de rendre des PV-d'essai sous accréditation COFRAC sur un certain nombre de normes, notamment thermiques et hydriques. Donc là, pour tout ce qui est avis technique, par exemple. On a aussi une vraie spécialisation sur la caractérisation de matières biosourcées. Aujourd'hui, il n'existe pas de normes sur la caractérisation, par exemple, des granulats végétaux. Donc, on a plus de 15 ans de recul sur ces caractérisations-là. Donc, si je parle maintenant un peu de matériaux sourcés dans le bâtiment, donc en fait, il existe une diversité de solutions qui sont déjà présentes dans le bâtiment. Donc, on a toute une partie autour de l'enveloppe, avec bien sûr les isolants, on a le bois aussi de construction en charpente pour faire des ossatures, on a des finitions de façade, on a des membranes d'étanchéité, par exemple, à base de colza. Donc, on peut utiliser du lin, de la paille de blé, du chanvre. Voilà, il y a énormément de matières biosourcées qui équipent déjà nos bâtiments. Donc, dans le cadre de l'enveloppe, mais aussi du second œuvre. Donc, bien sûr, tout ce qui va être cloison avec des panneaux de bois, mais aussi des panneaux à base de coton recyclé, d'anneaux de lin, de revêtement de sol ou revêtement mural. Voilà, il y a aujourd'hui énormément. Enfin, le biosourcé, c'est déjà présent dans le bâtiment. On peut poursuivre, mais c'est déjà présent. Donc, on a des produits qui sont à des degrés de maturité assez divers, qui existent depuis plus ou moins longtemps, et avec des gisements, du coup, en fin de vie, qui sont aussi plus ou moins importants. Donc, une étude qui commence à dater un petit peu, qui date de 2014, qui avait été faite pour l'ADEME, sur un peu l'évaluation des gisements et la valorisation des matériaux biosourcés en fin de vie, tout type de domaines confondus, mais notamment sur la partie bâtiment. Et donc, il y avait eu une sorte d'état des lieux, d'estimation des volumes qui sont mis en marché en 2012 et qui seraient mis en marché en 2030, notamment ouate de cellulose, les isolants rigides, les isolants souples et les bétons biosourcés, dont on va reparler un peu plus tard. Donc, on voit qu'on peut avoir plusieurs dizaines, voire centaines de millions de tonnes de matériaux mis sur le marché, qui étaient des durées d'usage différentes, mais on va avoir des gisements relativement importants dans les années à venir, d'où, comme cela a été dit en introduction, il faut commencer à travailler sur ces sujets pour anticiper l'arrivée de ces matériaux biosourcés en fin de vie dans quelques années. Là aussi, du coup, l'avantage des matériaux biosourcés, ça a été dit à l'instant, donc on va stocker du CO2 pendant toute la vie du matériau, et ce CO2 sera en partie réémis selon soit totalement, soit en partie, selon le scénario de fin de vie qui sera retenu pour ces différents matériaux. Donc, d'une manière un peu standard, enfin, dans les règles d'édition des FDES, si on n'a pas de solution de fin de vie, aujourd'hui, on doit choisir la solution qui est plutôt l'enfouissement. Donc, et ça, c'est un impact qui est assez important. Donc, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, là, sur un petit exemple, sur un isolant à base de paille de riz. On voit qu'on a globalement un score de 2 à la fin, qui est issu d'un -2 pour la fabrication et d'un +4 pour la fin de vie. Donc, c'est ce qui a été présenté à l'instant. Et donc, cette étape de fin de vie, elle a vraiment un impact important, d'où l'intérêt de travailler sur ces sujets. Donc, toujours dans cette étude faite pour l'ADEME en 2014, ils avaient essayé de faire un petit tableau synthétique sur les voies de valorisation possibles ou actées de différents matériaux, donc les isolants
biosourcés, les bétons biosourcés et les revêtements de sol. Donc, bien sûr, à chaque fois, ça va dépendre de la constitution de ces matériaux. Si on a des liants organiques, par exemple, pour les isolants semi-rigides, si on a une présence de chaux, de ciment pour les bétons biosourcés, c'est plus ou moins facile de traiter ces matériaux en fonction des différentes voies de valorisation. Donc, on a le recyclage mécanique, le recyclage chimique, la valorisation par incinération, une co-valorisation énergétique et matière et la valorisation organique. Donc, on voit que sur les matériaux isolants biosourcés, la partie recyclage mécanique n'avait pas été vraiment retenue, chimique non plus. La combustion était tout faisable et plutôt la valorisation organique était à étudier. Sur les bétons biosourcés, alors là, on n'a vraiment absolument rien qui est validé aujourd'hui, hormis d'exclure le recyclage chimique. Aujourd'hui, tout reste à valider. Donc ça, c'était en 2014 et c'est toujours le cas, d'où le fait qu'on a déposé le projet Valobio dont on va parler juste après. Et pour les revêtements de sol, donc il y a déjà des choses qui existent, hein, mais sur notamment le recyclage mécanique ou la valorisation énergétique par incinération. Donc, justement, sur ce projet Valobio, donc, qui traite sur la fin de vie des bétons végétaux. Donc, le constat est un peu le suivant, c'est qu'on l'a vu dans l'état des lieux, les bétons végétaux, ça existe depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est plus de 60 ans pour le béton de bois et à peu près 30 ans pour le béton de chanvre. Donc, le béton de bois, on le retrouve sous différents aspects. On a les blocs de coffrage qu'on voit ici. Donc, on empile ces blocs et on vient couler le voile béton dans l'espace que l'on peut voir ici. On a aussi une valorisation qui est assez importante, qui est les murs anti-bruit, qui est à peu près la moitié des murs anti-bruit en France qui sont faits en béton de bois, enfin bois-ciment. Et puis, on a l'échappe qui représente le gros du volume aujourd'hui du béton de bois, des chapes isolantes. Le béton de chanvre, donc, qui est un matériau isolant ou à caractère isolant. Donc, on avait historiquement plutôt une mise en œuvre sous format banché. Aujourd'hui, on est majoritairement sur du projeté. Et puis, depuis quelques années, on a l'apparition de blocs, voire même de panneaux préfabriqués en usine. Et donc là, c'est des sujets qui sont assez importants, notamment en termes de déconstruction et de systèmes constructifs. On va avoir des choses plus ou moins simples à séparer en fonction de ces différentes méthodes de mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de questions sur les bétons végétaux et la fin de vie. Donc, on peut lire que c'est compostable, que c'est biodégradable, mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est des questions qui n'ont jamais été tranchées d'un point de vue scientifique. Il y a aussi des questions sur la compatibilité avec un retour au sol, parce qu'on a du chaux et du chanvre, enfin de la chaux et du chanvre, donc il y a un peu cet esprit-là de la chaux, on l'utilise déjà contre l'acidification des sols. Donc, est-ce que de remettre un béton de chanvre, chaux-chanvre, dans les champs, est-ce que ça a du sens ou pas? Bon, probablement que non, parce que on n'a jamais vraiment de la chaux, c'est plutôt des liants formulés. Mais voilà, c'est un peu les questions aujourd'hui où on a des affirmations plus ou moins importantes qu'on peut voir à droite, à gauche. Donc, voilà, les questions qu'on se pose dans ce projet, c'est quelles sont les réelles solutions en fin de vie de ces matériaux envisageables. On a aussi tout un recul sur que faire des rebuts de fabrication sur chantier. Donc, notamment, par exemple, sur les blocs, si on vient les découper pour insérer une fenêtre, qu'est-ce qu'on peut faire de ces rebuts? La question, elle est vraiment de pouvoir, est-ce qu'on a la nécessité à créer une filière de valorisation ou est-ce qu'on peut utiliser les réseaux existants et les filières existantes? Et c'est ce dont va parler en partie Frédéric, mais c'est vrai que la formulation, c'est un impact déjà extrêmement important sur la fin de vie et de comment on fait les choix de matières premières pour garantir une fin de vie gérable à la fin. Donc, ce projet est financé donc par l'ADEME et la région Hauts-de-France. L'objectif, c'est de donner un premier cadre dans l'anticipation et la gestion de la fin de vie de ces bétons biosourcés, d'un point de vue de déconstruction, de la fin de vie de l'ouvrage, la gestion des chutes et le pilotage de la formulation des matériaux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir à la fin fournir un support méthodologique pour que à la fois les fabricants de matériaux puissent mieux se projeter sur la fin de vie et adapter leur formulation, mais aussi mieux préparer les filières de fin de vie à l'arrivée de ces matières qu'ils ne connaissent souvent pas très bien. On va pouvoir aussi enrichir les bases de données en ACV, et puis bien sûr, la dissémination des résultats est un élément clé dans ce projet.
Donc, on est 3 partenaires autour de ce projet. Donc, le CODEM, EVA et l'IMT Leadware Nord Europe aujourd'hui, qui sont autour de la table aujourd'hui. Et on s'appuie aussi sur 3 cas d'école, 3 bétons biosourcés différents pour avoir vraiment un petit panel d'études intéressantes. On s'appuie aussi sur un comité technique qui permet d'avoir un recul avec une intervention de tous les acteurs de la filière, que ce soit les entreprises de fabrication, de déconstruction ou de traitement de déchets, voire les valorisateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci Guillaume, effectivement, pour ta présentation. On a pu voir que tu as posé pas mal de questions ouvertes qui restent encore à éluder. Et effectivement, on peut voir que la fin de vie, ça peut être un poste vraiment impactant s'il n'y a pas d'exitoire qui est trouvé. Moi, j'avais peut-être une question avant de prendre d'autres questions qui pourraient venir après. En plus du fil rouge dont je parlais en début, aujourd'hui, si on regarde un petit peu, il y a des bétons qui sont sur le marché depuis déjà 60 ans. Est-ce que ces bétons, ils ont déjà, on va dire, ils sont dans des situations où on va déconstruire? Et est-ce qu'on a déjà des éléments sur le marché sur lesquels on a une vision, même si c'est très, très parcellaire, mais sur ce qui deviennent réellement, en fait, et on va dire un petit peu les pistes pour le gisement qui va du coup s'accroître dans les années à venir? Non, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gisements en déconstruction. Donc, c'est notamment les murs anti-bruit, par exemple, qui sont pas déconstruits à ce jour. Donc, tant qu'ils ne sont pas déconstruits, on ne sait pas trop non plus dans quel état on va les récupérer, parce qu'on peut travailler sur la matière première, mais à la fin, s'il y a une matière qui va être potentiellement dégradée, c'est toute la question aussi du réemploi de manière globale. Si on a une fenêtre qui est plus étanche, il faut soit la retaper, la reconditionner, entre guillemets, si on fait l'analogie avec les matériels informatiques, ou alors il faut la traiter différemment. Donc, c'est aussi dans quel état on va retrouver les matériaux en fin de vie. Ça, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recul parce que les bâtiments ne sont pas encore déconstruits. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est important, que ce soit sur le béton de chanvre ou le béton de bois. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de gisement caractérisé. J'interviens, Guillaume, parce que j'ai 3 questions dans le fil par les participants. Alors, je vais te demander d'être très concis dans tes réponses, quitte à ce que tu puisses peut-être répondre par la suite. Je crois qu'il y a une possibilité via les organisateurs pour répondre aux questions par la suite. On verra. Je te les donne. Alors, si le matériau biosourcé est enfoui en fin de vie, est-ce qu'il continue à stocker du carbone dans le sol? Première question. Lorsque l'isolant est composté, ne considère-t-on pas que le carbone est toujours stocké vu qu'il retourne dans le sol? Pour un isolant sans polyester, bien sûr, donc on est dans le même type de question. Est-il possible de mettre du bois B dans ces bétons végétaux? J'ai plein d'autres questions. Comment identifier ces matériaux sur les chantiers à la déconstruction? Alors là, cette question, on pourra peut-être la traiter à la fin avec Pierre Delot notamment. Je peut-être te laisse mettre un bonus sur celle-ci. Et il y a aussi la question, la durée de vie du béton de chanvre serait de 100 ans. Comment le sait-on? Voilà. Et puis le problème du tri des différents matériaux qui n'est pas forcément fait sur chantier, donc tout est mélangé. Peut-être encore une fois, oui, ça c'est un sujet aussi. Voilà, je te laisse peut-être répondre très synthétiquement parce que je ne peux pas trop comprendre de retard. Alors sur la dernière, sur le tri des déchets, ça c'est un vrai sujet, et notamment de pouvoir séparer le minéral du végétal, ça va être très compliqué, mais il y a peut-être des voies qui vont limiter la présence de matrices minérales pour mieux les valoriser en valorisation organique, en compostage par exemple. Ça c'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler dans le projet. Et sur chantier, effectivement, après c'est du travail à faire, mais qui se développe de plus en plus de par les taxes sur l'enfouissement qui augmentent au fur et à mesure du temps. Donc, les entreprises de déconstruction vont s'améliorer sur cet aspect-là parce que ça sera plus rentable pour eux de faire le tri sur chantier. Donc, ça, c'est des choses en cours.
100 ans de durée de vie du béton de chanvre. Alors, moi, j'ai fait ma thèse sur le vieillissement du béton de chanvre, donc effectivement, ce n'est pas une question qui est totalement résolue. Il faut encore creuser, et puis il faut voir dans quel état, encore une fois, on récupère le matériau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur la partie enfouissement, oui, donc il y a des hypothèses qui sont faites sur le bois aujourd'hui, où effectivement, on considère que tout le bois n'est pas dégradé. Donc, il y a une partie du bois qui est dégradée en CO2, en méthane, et tout n'est pas dégradé d'après ces hypothèses-là. Donc ça, c'est aujourd'hui la manière dont sont calculées les choses. Donc on fait la même hypothèse sur les autres matériaux biosourcés. Et puis sur le retour au sol, je ne sais plus trop. Est-ce qu'on continue à stocker du carbone Alors, ce n'est pas forcément stocker du carbone parce que la matière va être dégradée par les micro-organismes, par les insectes, etc. Donc, on va plutôt avoir une migration du CO2 ou de la matière organique depuis le bois ou le béton vers d'autres choses. Donc, c'est pas stocké de la même manière, ou du moins, ça peut être aussi partiellement réduit. Merci beaucoup, Guillaume. Merci effectivement, Guillaume, pour ton intervention. Donc, effectivement, on va passer à l'intervenant suivant qui est Stéphane Lepochat du cabinet EVA qui va du coup nous parler de l'angle ACV pour parler de la fin de vie des matériaux biosourcés. Donc, la parole est à vous, Monsieur Lepochat, et l'écran également. Ok, est-ce que vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Alors, si Parfait. Oui, Ok, parfait. très bien. Comme ma présentation va être relativement courte, je vais me permettre de très rapidement présenter EVA. Donc, EVA, c'est un des acteurs majeurs de l'analyse de cycle de vie en France. On a plusieurs pôles prépondérants correspondant à des secteurs industriels particulièrement actifs sur la CV. Parmi ces pôles très actifs, il y a le bâtiment et tout ce qui est agro, donc production agricole et industrie agroalimentaire. Donc, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Voilà pour ce qui est d'EVA. Moi, je suis directeur R&D chez EVA. Voilà. Et donc, je vais vous parler de la problématique de l'analyse de cycle de vie d'une manière générale, enfin, pour la fin de vie des matériaux et particulièrement la fin de vie des matériaux biosourcés. La problématique étant la suivante, c'est que dans les bases de données à notre disposition, actuellement, on a quasi exclusivement que des procédés qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qui sont représentatifs non pas de matériaux en particulier, mais plutôt d'un mélange de matériaux. Je vais y revenir. Et des procédés qui ne sont pas forcément adaptés, représentatifs de ce que l'on souhaiterait modéliser. C'est une problématique alors qui n'est pas spécifique aux matériaux biosourcés, hein, c'est une problématique qui est très, très commune en ACV, mais voilà, qu'il faut quand même pointer du doigt parce que l'idée, c'est bien d'essayer de travailler pour développer les bases de données ACV dans ce sens-là. Alors, pour ce qui concerne les matériaux biosourcés plus particulièrement, comme je le disais, on a actuellement dans les bases de données des procédés que l'on dit génériques ou non appropriés, qui sont par exemple des procédés de traitement de déchets ou de valorisation des déchets relatifs à des ordures ménagères en mélange. Voilà, on peut trouver par exemple dans des bases de données ACV un process qui est incinération d'ordures ménagères ou enfouissement d'ordures ménagères. Et quand on n'a pas mieux, par défaut, on oriente, on crée des scénarios de fin de vie pour notre système avec ce type de procédé. Donc on voit bien la limite. On a des scénarios qui sont compostage industriel, par exemple, des procédés dans les bases de données ACV qui sont, par exemple, du compostage industriel, mais là encore,
qui sont des procédés représentatifs d'une moyenne nationale avec des intrants aussi bien issus de l'agriculture que des déchets végétaux, des déchetteries, et qui ne seraient pas forcément représentatifs, enfin en tout cas parfaitement adaptés pour des matériaux biosourcés du bâtiment. Au titre de l'état de l'art, on a également l'étude FCBA, Guillaume l'a très rapidement mentionné, enfin, qui mérite d'être cité parce qu'ils avaient fait vraiment un travail justement de spécification des inventaires pour la prise en compte du bois construction dans les analyses de cycle de vie. Mais là encore, aussi pertinent et intéressant que soit ce travail, il n'est représentatif que du bois de construction. Néanmoins, il fournit déjà une indication intéressante sur une question dont parlait également Guillaume, à savoir le stockage carbone, la fossilisation entre guillemets du carbone, donc une forme de stockage définitif issu de la matière bois. On trouve, alors si on fait un état de l'art de la biblio ACV sur les matériaux biosourcés, on va quand même trouver quelques études. Mais là encore, ce qu'on peut en dire, ce sont des études qui sont très spécifiques et là encore pas forcément adaptées au cas particulier des matériaux biosourcés pour le bâtiment. Je cite notamment cette étude ADEME que l'on a réalisée, qui vient d'être publiée, bien qu'elle ait été terminée en 2019, cette étude pour l'ADEME où on comparait les impacts environnementaux avec l'analyse de cycle de vie, les impacts environnementaux du compostage versus méthanisation. Donc cette étude-là encore, elle mérite d'exister. Il y a un travail assez poussé d'inventaire des processus de méthanisation et de compostage industriel. Mais la limite, si on ramène ça à notre sujet du jour, les matériaux biosourcés, c'est que le focus était mis ici sur les déchets de cuisine et de table. Donc, on voit encore que ce n'est pas tout à fait adapté aux matériaux biosourcés du bâtiment. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que pour ce qui concerne les matériaux biosourcés du bâtiment, plus spécifiquement, il y a une réelle nécessité de spécifier, c'est-à-dire d'expliciter, de décrire et de quantifier par les flux les filières et les procédés de traitement des matériaux. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que serait le recyclage mécanique ou le recyclage chimique, ou qu'est-ce que serait la valorisation agronomique ou la valorisation matière de matériaux biosourcés. Quelles seraient ces filières, quels seraient les procédés mis en œuvre, les consommations énergétiques, les différents flux, etc., etc. Et puis, en allant plus loin, il faut également caractériser les flux de ces différents procédés, de ces différents traitements, c'est-à-dire quels sont les flux qui sont émis lors de ces process de recyclage, de valorisation de matière, d'incinération, voilà, avec les problèmes, notamment les problématiques de substances, certaines pouvant être dangereuses, hein, et d'autres en tout cas ayant des effets directs sur notamment l'effet de serre, l'acidification, l'eutrophisation. Voilà. Donc cette conclusion sur l'état de l'art me permet d'enchaîner sur le projet Valo-Bébio, dont il a déjà été question, mais spécifiquement sur la tâche qui va être réalisée par EVA, qui est justement de faire un travail, un focus d'analyse de cycle de vie sur la valorisation des bétons végétaux, pardon, avec donc la description de filières de recyclage et valorisation en fin de vie de ces bétons végétaux, donc bois et chanvre, d'une part, et puis avec un travail fait par l'IMT Lille-Douai, la caractérisation des flux entrées-sorties, ce dont je parlais, les émissions vers les secteurs eau, air et la problématique du stockage de carbone. Donc, caractérisation de ces flux pour l'analyse de cycle de vie, ce qui devrait nous permettre à terme de disposer d'inventaires de qualité spécifiques et appropriés pour faire de la CV et notamment faire des scénarios de fin de vie des matériaux biosourcés, en tout cas pour le béton, pour les bétons végétaux, bois et chanvre.
Voilà. Et je m'arrête là. Merci pour votre attention. Je réponds à vos questions s'il y en a. Merci. Eh ben, merci, Monsieur Le Pochat. Effectivement, c'est intéressant de voir que l'une des principales problématiques, quelque part, elle est assez commune dans des matériaux qui sont du coup très souvent innovants. C'est le manque de données, effectivement, assez élevé sur certains éléments, que ce soit en amont ou en fin de vie. Moi, j'ai peut-être une question à vous poser. C'était qu'on peut voir que la principale problématique dans les modélisations que vous pouvez faire, c'est souvent qu'on a affaire à des multimatériaux, ce qui va du coup complexifier la prise en compte des différents impacts. Comment cette question, on va dire, vous l'adressez alors d'ailleurs, ça concerne du coup le biosourcé ou d'autres matières qui n'intègrent pas forcément de biomasse. Mais est-ce que c'est un gros frein pour vous aujourd'hui parce que ce qu'on peut voir que sur la valorisation organique, forcément, déjà, ce sera un frein nécessairement. Mais est-ce qu'au-delà de ça, c'est vraiment un gros frein pour vous en termes de modélisation quand on a affaire à un multimatériau? Oui, c'est un frein. Enfin, c'est plutôt une limite qu'un frein. En fait, ça ne nous empêche pas de modéliser, mais on sait qu'on modélise mal. On modélise par défaut, en fait. Il faut, enfin, par exemple, de manière illustrative, il y a, à ma connaissance, qu'un des rares secteurs qui ait fait ce travail de spécification des processus de fin de vie, c'est les déchets électriques et électroniques. Il y a eu un gros travail qui a été fait sous l'impulsion d'écosystèmes, où justement ils ont travaillé, ça a pris 2 ans, je crois, enfin un gros travail de réalisation d'une base de données des processus de fin de vie des produits électroniques. Voilà. Et il faudrait, idéalement, il faudrait faire ça pour quasiment tous les secteurs industriels. Donc, pour répondre à votre question, la modélisation de multimatériaux, c'est-à-dire enfin d'un produit classique, puisque quasiment tous les produits sont multimatériaux, c'est pas en soi un frein, mais c'est toujours une limite à la qualité des analyses de cycle de vie, puisqu'on sait qu'on a toujours des processus qui sont génériques, représentatifs d'une moyenne, au mieux, ou pas représentatifs du tout, la plupart du temps. Voilà. D'accord. Parfait. Merci. J'ai peut-être la question fil rouge sur vous, votre vision sur, on va dire, les options de valorisation, les exutoires les plus rencontrés pour vous dans l'ensemble des cas que vous pouvez analyser. Concrètement, moi, ce que je dirais, c'est, je rejoins, je crois que c'est Étienne Douguet qui disait ça, c'est-à-dire que la solution préférable a priori, même s'il n'y a pas réellement d'études chiffrées à l'appui de ça, mais c'est quand même de toute façon la réutilisation par principe. Effectivement, le recyclage, la valorisation sont nécessaires, elles sont mieux que de l'enfouissement ou parfois de l'incinération. Mais si on peut réutiliser pour amortir l'investissement matière initial qui a été fait, matière et énergie, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Et puis, concernant la matière végétale, je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir une réflexion territoriale. Alors, pour la partie bâtiment, en tout cas, qui sont des matériaux assez pondéreux, donc avec des problématiques de transport qui limitent un peu les rayons d'action. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion régionale, à la fois sur la ressource, parce qu'effectivement, on ne pourra peut-être pas tout faire avec une ressource régionale, des carburants, des matériaux pour le bâtiment, de l'alimentation, etc. Donc, il va falloir économiser ça. Et on parlait d'un retour à la terre, éventuellement. Ça semblerait être une bonne option d'un point de vue environnemental. Mais là encore, tout ça reste à être scruté un peu plus précisément et finement analysé, notamment au niveau des bilans énergétiques, je pense. Voilà. Oui, très bien. J'ai une question du public. Ouais. Je suis désolée, je t'interromps. Si vous pouvez y répondre très brièvement. Oui, est-ce que ces résultats pourront alimenter la base impact de l'ADEME ?
C'est une question piège. Alors, non, c'est pas du tout une question piège, mais par contre, je ne sais pas répondre à votre question. Peut-être que Guillaume saurait répondre. Généralement, les projets qui alimentent la base ADEME font l'objet de conventions avec l'ADEME. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais ça pourrait tout à fait être envisagé. Mais à la limite, c'est plutôt à Guillaume de répondre sur ce point-là. Ouais, on l'a pas prévu à ce stade dans les échanges avec l'ADEME, mais ça peut faire partie, bien sûr, d'échanges par la suite, sans souci. Merci. Très bien. Merci effectivement pour cette question supplémentaire. Merci en tout cas, Monsieur Le Pochin. Je vais du coup passer la parole à Monsieur Frédéric Bécard, pour l'IMT Lillois, qui va nous parler de la démarche intégrée en R&D pour formuler des matériaux de construction durables. La parole et l'écran est à vous et ça s'affiche bien de notre côté. Bien, merci Monsieur Bossé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ces quelques minutes, donc je vais vous parler plus de l'aspect, éco-formulation en fait de matériaux, hein, mais insister essentiellement sur deux points, enfin sur deux mots majeurs hein, qui concernent en fait la démarche intégrée en R&D hein, pour cette formulation de matériaux de construction durable. Alors vous le savez, hein, aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique, on est amené à une diffusion, de plus en plus large hein, de matériaux verts dits écomatériaux. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui de réelle, définition hein, formelle d'un écomatériau. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça couvre globalement donc la dimension technico-économique, hein, la dimension environnementale et la dimension confort hein, de l'usager. Et sur ces trois dimensions, on va essayer d'optimiser les choses. Et pour optimiser, les choses sur cet espace dimensionnel, eh bien, il est nécessaire hein, d'avoir recours à une démarche intégrée, comme ça a déjà été dit hein, tout à l'heure, en essayant de prendre, en compte un certain nombre de facteurs. Donc, c'est vraiment dans ce sens là qu'on va parler de démarche intégrée pour la formulation des matériaux. Alors, quelques constats, hein, majeurs entre le matériau d'hier et le matériau de demain. Hein. Le matériau d'hier, le plus souvent, on a des énergies grises qui restent relativement importantes. Hein. Quand je dis énergie grise, c'est notamment énergie incorporée, hein, énergie de fabrication des matériaux avec des impacts carbone qui peuvent s'avérer parfois très conséquents. Et puis, toutes ces dernières décennies, on a eu recours, sans mesure, dirais-je, à l'utilisation de constituants non renouvelables et parfois, voire peu aussi écologiques. Et puis, quand même, avec un attrait souvent monofonctionnel. Et puis, on en parlait, à travers les différents propos, hein, la question du caractère recyclable. Elle est souvent limitée. Il y a finalement aujourd'hui de nos jours peu de retour hein, sur le caractère recyclable de l'ensemble des matériaux aujourd'hui qui se présentent dans le domaine de la construction et notamment hein, dans le domaine du bâtiment. Alors, je ne parle pas exclusivement hein, des matériaux de construction à base minérale, hein, mais ça peut être aussi ceux qui intègrent les composites, les plastiques, etc., etc. Donc, très clairement, aujourd'hui, au cœur de la transition écologique, ce à quoi on veut tendre, alors c'est déjà un peu le cas, hein, mais ça reste bien évidemment très progressif. Hein. L'objectif, hein, c'est de concourir à travers les formulations des matériaux de demain, donc à une neutralité carbone, à une innocuité environnementale et sanitaire, hein, bien évidemment, plus de ressources renouvelables incorporées, des solutions de recyclage en fin de vie, on va y revenir tout à l'heure. Et puis aussi, un peu le côté multifonctionnel, hein, être capable d'afficher pour un certain nombre de matériaux N fonctions
Aujourd'hui, voilà, on a affaire souvent à des matériaux et on a pensé comme ça à travers des décennies, hein, le plus souvent à une fonction donnée, mais aujourd'hui, avec les ressources disponibles, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux et très clairement, hein, c'est un peu le cœur comment dire, du sujet aujourd'hui. Voilà, il y a un positionnement stratégique, hein, de la biomasse végétale. Je ne reviens pas dessus, hein, Guillaume l'a notamment évoqué. Alors, en termes de démarche intégrée pour une écoformulation, il faut revenir en fait à la base de ce qu'est un matériau. Hein. Un matériau, c'est in fine une fonction, voire des fonctions, mais c'est aussi bien évidemment un environnement fonctionnel. Hein, et donc là, à travers ça, on va s'intéresser à la durabilité du dit matériau. Et puis, c'est aussi une fin, comment dire, une fin de vie avec, hein, la question du caractère recyclable. Alors, ce qu'il faut intégrer, c'est que quand on formule un matériau, il y a la partie performance, dirais-je, technico-économique d'un côté, où on va essayer donc de prendre en compte, comment dire, les spécificités des constituants de base pour savoir si concrètement c'est vraiment un choix judicieux d'incorporer telle ou telle matière. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque ça peut avoir une incidence directe, hein, sur la fin de vie. Et on va également s'intéresser, bien évidemment, comment dire, au matériau en fait lui-même global, qui est in fine l'association de différents constituants, mais aussi au procédé qui a été utilisé, puisque cet ensemble peut impacter directement les solutions en fin de vie des matériaux. Alors, je n'insiste pas dans cette présentation et dans le temps imparti, hein, sur la dimension économique, mais c'est bien évidemment un critère qui est essentiel. Alors, du côté de la performance environnementale, donc performance environnementale globale, les critères qu'on va regarder, hein, c'est le caractère ressources renouvelables qui est contenu, hein, dans le matériau que l'on formule, quels choix judicieux ont été faits et aussi en lien direct avec l'impact carbone. Donc là, très clairement, hein, la biomasse végétale se positionne favorablement. Et puis d'autres critères qui aujourd'hui, in fine, n'ont pas forcément, voire pas du tout, été pris en compte dans la plupart des démarches. Alors, c'est moins vrai pour l'air, puisque quand on utilise un matériau, comment dire, dans le bâti, la question de la qualité de leur intérieur, elle est très clairement regardée. C'est beaucoup moins le cas, comment dire, en interaction eau. Hein, si je prends aujourd'hui une construction, on entend beaucoup parler autour de nous de phénomènes d'inondation. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si j'ai une ossature bois par exemple, et que j'ai un béton préfabriqué à base de chanvre ou autre biomasse végétale, et que je subis un phénomène d'inondation? Qu'est-ce qui est relargué? Quel est le devenir finalement, hein, du béton biosourcé, et quel est potentiellement le degré d'impact, hein, sur l'environnement en termes de qualité d'eau? Puis quelque chose qui est peu regardé, hein, c'est le caractère recyclable. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et pas que nous, hein, IMT Europe et en lien avec nos collaborateurs, c'est d'essayer en fait, hein, de formuler, les matériaux de demain en ayant cette approche vraiment globalisée, cette démarche intégrée de l'amont à l'aval. Et je voudrais insister sur un point, il n'y a pas que ça, mais vraiment le choix des constituants de base, hein. Et si je prends par exemple, hein, l'association minérale-végétale, c'est un choix qui est vraiment très très important, puisque vous le savez peut-être et sans doute que aujourd'hui, typiquement, si je prends le domaine du béton, on a le plus souvent recours à des additions, à des adjuventations qui sont pas forcément, très écologiques, hein, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément le cas, et ça peut nuire directement aux possibilités de recyclage en fin de vie. De même, hein, que les procédés de fabrication, mais aussi procédés de traitement peuvent avoir un impact direct, hein, sur la fin de vie. Donc, c'est vraiment cela à quoi il faut prendre attention. Et donc, d'un côté, on va avoir les matériaux existants, et puis de l'autre côté, les matériaux en développement. Je vais m'arrêter ici sur de demain. Donc, on
on y travaille. Je parlais tout à l'heure aussi du côté multifonctionnel. Je pense que c'est aussi important dans le cadre d'une démarche intégrée. Donc, sur des matériaux en développement et notamment hein, pour le bâti, et en référence, comment dire, à un certain nombre de matériaux hein, qui sont déjà aujourd'hui éprouvés dans le domaine de la construction et du bâtiment, eh bien, l'objectif, c'est d'essayer, au-delà des critères techniques et du procédé qui est utilisé pour la fabrication des matériaux, donc on va viser une performance, mais on va aussi regarder, donc justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, du point de vue de l'environnement fonctionnel, qu'est-ce qui va se passer autour d'autres critères? Alors, vous voyez un peu le radar là, que j'ai présenté ici, à la fois en termes d'interaction micro-organismes, hein, développement potentiel comment dire, de champignons, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer en termes de lixiviation, l'interaction eau aujourd'hui dans les FDES, hein, c'est des choses qu'on ne retrouve pas, mais aussi du point de vue odeur, du point de vue composé organique volatile, et puis aussi comment dire, la faculté avec laquelle les matériaux potentiellement vont respirer hein, au quotidien. Donc là-dessus, sur un certain nombre de, comment dire, de développement, on essaie vraiment donc de globaliser, comment dire, notre approche et de prendre en compte aussi de regarder directement lors de l'étape de formulation comment on sera capable de recycler les nouveaux matériaux en fin de vie en essayant hein, de cocher la case matériaux inertes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci en tout cas, Monsieur Bécard, pour votre intervention. Moi, j'avais une petite question à vous formuler avant, avant de passer aux questions du public. C'est quoi la fin de vie de votre bloc Air-Class que vous présentiez en exemple 2? C'est option recyclage ou c'est Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est un matériau hein, qu'on a présenté donc justement là, comment dire, aux 24 heures de l'IAR. Sur ce bloc en fait Air-Class, hein, il sera en fait broyé pour de nouveau, comment dire, faire un béton biosourcé. Donc, on revient aux questions, hein, comment dire, de la séparation minérale-végétale sur cette approche-là et sur ce type de matériaux. Il n'y a pas de séparation proprement dite. Hein. On a quelque chose de très régulier qui fait que derrière, on est capable de proposer de nouvelles solutions matériaux, type mousse, hein, comment dire, par exemple. J'en profite que j'ai la main pour répondre à une question qui a été évoquée tout à l'heure, mais il y en avait beaucoup. Hein, sur le bois B, effectivement, hein, il y a aujourd'hui certaines possibilités comment dire, de recyclage en pseudo, par exemple, un béton. On connaît le béton de chanvre. Ben voilà, le béton de bois B, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui peuvent se faire. D'accord. C'est vrai que le béton est souvent un bon exutoire pour d'autres filières, du coup, pour être valorisé, mais en tout cas, c'est aussi intéressant de voir quels sont les exutoires qu'on peut trouver, du coup, pour les matériaux du bâtiment. En tout cas, c'est intéressant d'avoir aussi la voie du recyclage qui est abordée aujourd'hui avec votre présentation. Estelle, je ne sais pas s'il y a d'autres. J'ai l'impression que non. Non, a priori, j'en ai. Attendez, si, je crois, mais je viens de passer en gros. Voilà. Il faut qu'il soit trié des autres matériaux, je suppose. Je suppose que la question fait référence à ce que vous venez de dire au niveau du bois. Oui, c'est-à-dire que là, typiquement, oui, tout à fait. Alors, pour tout dire, hein, si la question relève du bois B, effectivement, nous, on a travaillé sur certaines études, hein, sur des particules comment dire, de différents lots, hein, de particules de bois B, suivant qu'elles viennent, comment dire, dirais-je, de différents ameublements. Mais oui, il y a un tri en amont comment dire, qui est fait. J'espère avoir répondu à la question. Oui, bah effectivement, merci en tout cas pour avoir du coup répondu aussi aux précédentes questions. Merci à vous.
Et puis, je vous propose de passer à la dernière intervention donc, qui va être réalisée par Monsieur Pierre Delot du CF2B, qui va nous parler notamment du réemploi avant d'envisager la fin de vie. La parole et l'écran est à vous et ça s'affiche bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Super. Déjà, merci beaucoup aux traductrices pour leur travail. J'espère ne pas trop les embêter. Donc, quand on m'a demandé de parler de fin de vie, on évite la fin de vie, on évite les déchets. J'ai préféré me dire les matériaux vont pouvoir avoir une deuxième vie, une troisième vie. C'est plus positif pour tous. J'interviens au nom d'un collectif qui s'appelle le CF2B, le collectif des filières biosourcées du bâtiment. En France, le bois est multi-représenté, donc dans ce collectif de filières, les filières qui sont représentées travaillent sur les matières végétales donc qui viennent du monde agricole ou qui viennent de l'économie circulaire. Parmi ces matières, on a la paille, on a le chanvre, la ouate de cellulose et la filière dont je m'occupe, les balles, à savoir les enveloppes des graines. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres matériaux, mais le collectif est complètement ouvert à d'autres filières nationales qui s'occuperaient d'une autre matière. Donc les différentes filières qui sont représentées au sein du collectif. Donc pour la paille, c'est le réseau français Construction Paille. Pour le chanvre, il y a 3 filières. Il y a une interprofession, c'est Interchanvre. Construire en chanvre qui s'occupe des bétons de chanvre et chanvrier en circuit court qui travaille sur les modèles artisanaux de production et de transformation de chanvre. Nous avons aussi l'ESIMA, c'est le syndicat français donc qui représente la ouate de cellulose, donc qui est un syndicat qui a des adhérents industriels. Et puis ma filière bâtir en balle. Je parle de deuxième vie parce que, en fait, si on prend un matériau comme la ouate de cellulose, la ouate de cellulose, c'est du papier qui était sous forme de journal, sous forme de publicité, sous forme de carton, sous forme de livre, qui a déjà eu une première vie et qui va vivre sa deuxième vie dans le monde du bâtiment. Et en fait, quand on parle de fin de vie, il faut savoir si on parle de la fin de vie du bâtiment ou la fin de vie des matériaux. Parce que là, pour le coup, pour la ouate de cellulose, c'est le début de vie du bâtiment et la deuxième vie du matériau. Pour d'autres matériaux comme la paille ou le chanvre, eux, ils sortent du champ et ils vont vivre leur première vie dans le bâtiment. Et c'est uniquement quand on va déconstruire ce bâtiment que ces matériaux-là on va se poser la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. Et c'est là où ils vont pouvoir vivre une deuxième vie si, en fait, on a bien anticipé dès la construction et dès la conception du bâtiment ce qu'on va pouvoir en faire. Un exemple pour vous expliquer, si on prend la manière dont on réalise l'étanchéité à l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc là, c'est deux exemples qui utilisent des panneaux, des caissons bois classiques. L'étanchéité à l'air, elle peut être faite soit en pulvérisant un spray directement sur le panneau, ou alors en utilisant un film. Dans le premier cas, quand on pulvérise, en fait, en fin de vie, on n'arrivera pas à détacher l'étanchéité à l'air du panneau. Et donc, on aura beaucoup plus de mal à valoriser correctement ou de manière optimale le panneau bois que dans le deuxième cas où on pourra désolidariser facilement l'étanchéité à l'air du panneau. Et cet exemple-là, c'est pour vous expliquer que pour un isolant, ça va être exactement la même chose. Il va falloir vraiment anticiper. Si on prend un exemple qui est issu d'une étude qui a été financée par l'ADEME, cette étude s'appelle Valo Mat Bio, donc valorisation des matériaux biosourcés. Les deux exemples ici montrent un mur en botte de paille qui serait déconstruit. Donc un mur en botte de paille, soit on va enduire sur la botte de paille, soit on va fermer le mur avec un panneau. À la déconstruction, il va falloir enlever l'enduit ou enlever le panneau. Et ensuite seulement, on aura accès aux bottes de paille.
bien, comment valoriser au mieux ces bottes de paille? Ce que je viens de vous dire, ça ressemblait à de la théorie, mais en fait, en pratique, dès maintenant, nous, les filières, on démonte pas de bâtiments qu'on vient de construire, par contre, on démonte les plateformes techniques qui nous servent à former les artisans. Et ces plateformes techniques, en fait, elles reprennent les techniques telles qu'elles sont pratiquées sur les chantiers. Donc la photo de gauche montre une plateforme technique pour former à l'isolation en bottes de paille, et la photo de droite montre la réalisation de béton de chanvre à l'École nationale du chanvre. Donc ces matériaux-là, il faut bien déconstruire les maquettes, et donc on s'aguerrit sur le sujet progressivement. Si on revient sur une botte de paille, on va pouvoir la valoriser en fin de vie, soit une nouvelle fois dans le monde du bâtiment, soit en dehors du monde du bâtiment. Donc si on la valorise en dehors du monde du bâtiment, potentiellement il y a un retour au sol côté monde agricole, ou alors ça peut servir pour du paillage d'espaces verts, pour les collectivités ou chez les particuliers qui voudraient eux-mêmes faire du paillage. Dans le monde du bâtiment, une botte de paille, si elle n'a pas été abîmée à la déconstruction et même à la construction, en fait, elle peut être réutilisée sur un autre chantier tel quel. Si elle ne peut pas l'être parce qu'elle est un peu abîmée, en fait, on peut très bien la rebotteler pour donner naissance à une nouvelle botte de paille. Ou alors, on peut simplement utiliser la paille en vrac pour remplir une ossature et donc s'en servir d'isolation. On peut aussi la broyer, et si on la broie, on peut l'insuffler comme on insuffle aujourd'hui de la ouate de cellulose avec des souffleuses qui sont comparables. Et enfin, le broyage permet d'utiliser la paille dans la réalisation d'enduits terre, ce qui se pratique déjà sur les chantiers. Sur le chanvre, ça serait la même chose. Là, je parle d'un chanvre qui n'aurait pas été mélangé avec un liant de type polyester, mais d'un chanvre qui serait utilisé pur, on va dire. Soit il va trouver un réemploi dans le monde du bâtiment, soit il va potentiellement pouvoir être utilisé dans le monde agricole. Sur les chantiers, aujourd'hui, on réemploie déjà nos matériaux. C'est-à-dire que si on projette un béton chaud chanvre, par exemple, il y a une partie du granulat qui va retomber au niveau du sol. Et bien ce granulat, si la technologie de la projeteuse le permet, il va être réemployé directement pour être reprojeté sur le même mur. Et si la technologie de la projeteuse ne le permet pas, on peut très bien remettre tout ce granulat tombé au sol dans un sac pour l'utiliser en coffrage sur le même chantier ou en déversement dans un autre chantier. La construction paille utilise déjà de la paille broyée pour faire les enduits terre. Et donc la paille broyée, elle provient en fait des bottes de paille qui étaient un peu abîmées, qui étaient déformées et qui n'ont pas pu être utilisées dans les murs. Donc elle est utilisée pour faire les enduits. Il y a une technique paille qui utilise aussi des copeaux de bois. Donc ces copeaux de bois, ils sont produits localement par l'entreprise qui aura fourni les ossatures bois. Donc c'est pour montrer qu'il y a déjà des techniques qui existent sur les chantiers aujourd'hui et qui pourront donc bien sûr être utilisées sur les chantiers demain. Quand on va déconstruire un béton de chanvre ou une brique de chanvre, on peut très bien broyer le granulat et s'en servir pour isoler avec ce granulat sans aucune autre transformation, parce qu'il y a déjà des granulats qui s'utilisent en isolation vrac, comme moi je m'occupe de la filière balles, et donc les balles c'est des isolants en vrac. Donc on pourra très bien le faire avec un granulat qui a été recouvert de chaux par exemple, la chaux ayant la vertu de protéger le matériau, donc on fera un granulat d'une bonne qualité. Et ce qui est faisable et déjà pratiqué à petite échelle, certes, sur les chantiers, c'est de se dire, pour le réemploi, ça peut être très utile de mélanger une tranche de paille avec un granulat vrac, parce que en fin de vie, déjà, on n'aurait rien fait d'autre de la botte de paille abîmée, mais en fin de vie, ça va être très facile à séparer une fibre longue d'un granulat. Un simple tamisage permettra de le faire, et ça nous permettra de valoriser différemment la fibre longue et le granulat.
Donc ça c'est quelque chose qui me paraît assez vertueux. Et aujourd'hui, on va mixer. Aujourd'hui, on mixe pas vraiment un matériau ancien et un matériau neuf, mais demain, on va sans doute mixer de la paille de réemploi avec des bétons de chanvre de réemploi, issus de déconstruction, et donc mixer des fibres et des granulats. Il y a aussi il va falloir être imaginatif. Là, j'ai essayé de l'être. Aujourd'hui, quand on isole des combles perdus, on utilise parfois de la ouate de cellulose. Et donc, la ouate de cellulose subit un traitement pour l'inifuger et la protéger au niveau fongique. Ce traitement, il est fait sur toute l'épaisseur de l'isolation, parce qu'on isole avec un seul isolant. Les endroits où on peut avoir de la condensation dans une isolation, c'est du côté où il fait le plus froid. Donc il y a seulement une petite couche à la surface de l'isolant qui mériterait d'être plus traitée que le reste. Et voire même toute la partie isolante qui est située en profondeur n'aurait pas besoin d'être traitée. Donc il va falloir imaginer peut-être un jour isoler des combles perdus avec dans les couches inférieures un isolant qui n'est pas traité et dans la couche supérieure un isolant qui est traité. Et séparer les deux par un croûtage ou un petit film quelconque pour penser au réemploi en fin de vie. Et dernière planche, dès aujourd'hui, il faut qu'on imagine le travail de l'opérateur qui va faire la déconstruction. Parce que si on veut que nos matériaux soient bien valorisés, il faut qu'il arrive à reconnaître nos matériaux. Donc, pour les reconnaître, la photo de gauche, ce n'est pas du tout un matériau biosourcé. Par contre, on voit directement le nom du produit. Sur ce genre de panneau qui serait biosourcé, on peut très bien écrire la composition du mur et dire quel type d'isolant est utilisé derrière le panneau. Et si on a ça, l'opérateur pourra reconnaître le matériau et donc penser à sa valorisation pour faire son diagnostic ressources. Aujourd'hui, on a des applications mobiles qui permettent de reconnaître les feuilles et les fleurs. Je suis persuadé que demain, il existera des applications mobiles professionnelles pour reconnaître les matériaux. Et cette reconnaissance des matériaux permettra à l'opérateur de reconnaître le matériau. Je pense qu'on lui donnera aussi le contrôle qualité, une fois que le matériau a été identifié, le contrôle qualité qui permet de savoir si le matériau peut être réemployé ou pas, et s'il peut l'être, quel type de valorisation peut être faite. Et tout ça, ça sera dans des centres de formation, avec des formations pour ces opérateurs-là. La difficulté aujourd'hui est que sur les biosourcés, on ne déconstruit pas de bâtiments et ils n'auront pas, les gens formés n'auront pas forcément de travail à court terme sur les biosourcés. Et c'est pour ça que la déconstruction des plateformes techniques, des plateaux de formation, permet d'anticiper ce futur travail. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez poursuivre par quelques questions, c'est volontiers. Merci, effectivement, c'était très intéressant de voir effectivement que quelque part, vous parlez d'éco-design, où là, on va vraiment anticiper la déconstruction. On voit aussi toute l'utilité des démonstrateurs, du coup, pour la déconstruction. Je ne sais pas s'il y a des questions, Estelle, au niveau du public. J'ai une question. Quel est le pourcentage de réemploi de biosourcés? Je suppose qu'aujourd'hui, c'est compliqué de répondre à cette question. Il faudrait détruire des bâtiments pour ça, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc, non, je ne peux pas du tout répondre. Non, on pourra y répondre dans quelques années. Sur la construction bois, peut-être qu'ils pourraient le faire, mais en tout cas pas sur des produits isolants bois parce que c'est encore jeune, on va dire. Mais je n'ai pas de réponse à apporter, je ne sais pas. Très bien. Merci en tout cas à tous les intervenants et puis aussi aux participants pour ces échanges intéressants. On a pu voir on a encore un gros besoin d'affiner les connaissances sur le sujet. Notamment, on n'a pas encore assez de perspectives sur les gisements comme on a pu le souligner sur les différentes présentations.
On sait également que du coup, les valorisations, elles devront être logiques à différents stades, hein, qu'ils soient techniques, économiques ou environnementales. Du coup, moi, je me permets un petit parallèle par rapport à un secteur qui est totalement différent, le secteur de l'emballage. Le petit fil rouge, c'était de savoir quelles sont les meilleures options entre guillemets de fin de vie. Bah, le décret 3R, qui est dérivé de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, la loi AGEC, eh ben, elle conseille d'abord la réduction, puis après le réemploi et enfin le recyclage. Donc, c'est quelque part, ça fait écho par rapport à tout ce qu'on a pu entendre en ce début d'après-midi. Et puis, bah, si on peut parler de perspectives intéressantes, effectivement, bah, c'est que quelque part, la chance du secteur, bah, c'est qu'on peut faire le tri du coup sur place. Et quelque part, le centre de tri, il est à chaque fois délocalisé sur chacun des chantiers qui sont concernés. Merci beaucoup, Jean, pour cette conclusion. Il nous reste moins de 2 minutes. 2 minutes pour vous remercier tous. Remercier les organisateurs, hein, Envirobad Grand Est et leurs partenaires, pour vous remercier, vous, les intervenants. C'est plusieurs mois de contacts réguliers et de beaucoup de sollicitations, donc merci encore. Merci à tous les participants qu'on peut malheureusement pas rencontrer en présence, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense que vous pourrez trouver assez facilement, vous avez nos noms, nos coordonnées sur le site de la conférence. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les intervenants ou vers Jean et moi si vous avez des questions. Quelques secondes pour vous annoncer la visite filmée demain à 13h30 en salle 3 sur sur des exemples particulièrement réussis de rénovation en chambre en Wallonie et en Grand Est, notamment des présentations de la Chanvrière et d'Isoemp. Donc, je vous encourage à aller voir ça demain à 13h30 en salle 3. Et puis, on va laisser la place à la séquence suivante. Le pitch va favoriser l'élaboration des stratégies de déconstruction circulaire grâce aux outils digitaux. Donc, si votre prochaine conférence n'est pas en salle 2, n'oubliez pas de changer de salle. Merci encore à tous. Et puis, à très bientôt pour parler biosourcé dans le bâtiment et tous ces sujets-là. Merci encore.